Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. La semaine dernière, Elias Magachoulé, surnommé AC, âgé de 61 ans, est devenu le premier haut responsable du parti à être temporairement mis à l'écart dans le sillage de la nouvelle politique anticorruption de l'ANC. Une victoire pour Cyril Ramaphosa, le président, qui a juré d'éradiquer la corruption. Suite à la suspension temporaire du secrétaire général, le secrétaire général adjoint, Djessi Douété, exercera, conformément à la constitution de l'ANC, les fonctions confiées au secrétaire général. Fin mars, AC Magachoulé avait reçu un ultimatum de 30 jours pour se retirer après avoir été accusé de détournement de fonds publics alors qu'il était Premier ministre de l'État libre, une des 9 provinces d'Afrique du Sud. Refusant de démissionner, il a finalement contraint le parti à le suspendre. Après l'annonce de sa mise à l'écart, le haut responsable avait affirmé qu'il n'irait nulle part. Et au lieu de se retirer, il avait sommé à son tour dans une lettre Cyril Ramaphosa de quitter temporairement ses fonctions de président, invoquant pour ce faire ses pouvoirs en tant que secrétaire général du parti. Des propos jugés totalement inacceptables et constituant une violation flagrante du règlement du parti qui a exigé des excuses publiques sous peine d'autres mesures disciplinaires. Empêtré dans des affaires de corruption depuis plusieurs années, l'ANC de Nelson Mandela cherche à se refaire une virginité face à des électeurs écœurés. Actuellement en liberté sous caution, AC sera jugé en août aux côtés d'une quinzaine de co-accusés. La police de Colorado Springs, deuxième grande ville de l'État du Colorado, a reçu peu après minuit un appel provenant d'un parc de mobile homes où elle a découvert 6 adultes tués par balle et un homme grièvement blessé. Ce dernier a été transporté à l'hôpital où il est mort de ses blessures, portant le bilan à 7 morts. Les premiers éléments de l'enquête ont révélé que les tirs ont éclaté dans un mobile home où des familles étaient réunies pour fêter un anniversaire. Le suspect, petit ami d'une femme figurant parmi les victimes, s'est rendu sur les lieux en voiture, a commencé à tirer sur les convives, puis s'est tué, a déclaré la police dans un communiqué qui précise par ailleurs que les flics continuent d'enquêter pour déterminer le mobile de l'assaillant. Les convives appartenaient à une même famille élargie, a indiqué un journal, Freddy Marquez, qui a quitté la fête d'anniversaire avec sa femme et ses enfants avant la fusillade. Parmi les victimes figurent la mère de son épouse ainsi que 2 de ses frères et les 3 membres de la famille élargie, a précisé Freddy Marquez. Le maire de cette deuxième grande ville de l'État du Colorado a condamné un acte insensé de violence. Les États-Unis ont connu ces dernières années une série d'attaques par arme à feu. Le président américain Joe Biden a qualifié le mois dernier la violence par arme à feu aux États-Unis d'épidémie et de honte internationale. Plus de 43 000 décès par arme à feu ont été répertoriés dans le pays l'an dernier, suicides compris. Le chef de l'église orthodoxe éthiopienne a lancé samedi de rares et fortes accusations contre les autorités de son pays qui mènent une opération militaire dans la région du Tigré. Pour lui, le gouvernement veut détruire le Tigré, effacer les Tigréens de la surface de la terre. Il s'agit d'une des rares critiques publiques formulées par une personnalité éthiopienne de premier plan sur le conflit qui oppose depuis novembre 2020 l'armée fédérale aux forces fidèles, au parti au pouvoir autrefois dominant du Tigré, le Front de libération du peuple du Tigré. Au cours des 6 derniers mois, je n'ai pas eu l'occasion d'exprimer mon message dans les médias. On m'a empêché de parler ces 6 derniers mois. C'est à cause de la peur et de l'influence. Je n'avais rien dit jusqu'à présent. J'avais peur d'aggraver la situation. Ils veulent détruire le peuple du Tigré. Les ressources du Tigré ont déjà été pillées. Ils font cela sans aucune honte. Ils continuent à prendre ces mesures.
Ils travaillent jour et nuit à détruire le Tigré. Ils n'ont aucun répit quand il s'agit d'anéantir les Tigréens. Dans toutes les parties du Tigré, il y a des massacres. Ils veulent effacer les Tigréens de la surface de la terre. Cette déclaration enregistrée par le patriarche Aboun Mathias, lui-même originaire du Tigré, a été diffusée après avoir été acheminé hors d'Éthiopie par un de ses amis, car ses précédentes tentatives de s'exprimer sur le conflit ont été étouffées et censurées. En Algérie, le ministère de l'Intérieur a décidé de mettre à exécution sa décision d'interdire les marches du Irak et a procédé à plusieurs arrestations à Alger. Selon le vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme, la marche des étudiants avait été interdite et réprimée. Il a aussi déploré des interpellations d'étudiants, de militants, de journalistes et de photographes. Pour la branche de RSF en Afrique du Nord, la répression s'intensifie. 5 journalistes avaient été arrêtés mardi et conduits au commissariat d'Alger. Sami Karoum, du quotidien francophone El Watan, Khaled Drareni, fondateur du site Kasbah Tribune et correspondant de TV5 Monde et de RSF, Feriel Bouaziz, du site d'information Interligne, Hakim Amish, photographe de Tariq News, et Mustapha Bastami, du journal arabophone El Kabar. Un autre journaliste de Tariq News, Abdesamad Titraoui, a également été interpellé selon le directeur de ce site. Tous ont été relâchés en fin d'après-midi, mais sans recevoir d'explications sur ce qui les a conduits à passer 5 heures au commissariat sans être interrogés et à avoir leur carte d'identité et leur téléphone confisqués, a précisé à l'AFP le directeur du bureau Afrique du Nord de RSF. À l'approche des élections législatives anticipées du 12 juin, rejetées par le Irak, la répression ne cesse de s'accroître en Algérie, estiment les organisations de défense des droits humains. L'ONU est de plus en plus préoccupée par la situation en Algérie où des droits fondamentaux, comme les droits à la liberté d'opinion et de réunion pacifique, continuent d'être attaqués, a indiqué mardi le Haut Commissariat aux droits de l'homme à Genève. Le ministère algérien de l'Intérieur a rappelé dimanche que les marches hebdomadaires du Irak, mouvement de contestation algérien, devaient faire l'objet d'une déclaration préalable. Selon une décision du magistrat, l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz a été placé en résidence surveillée à son domicile de Nouakchott. Il a été entendu ce mardi par le juge d'instruction pour la 2e fois depuis son inculpation pour corruption, blanchiment d'argent ou encore enrichissement illicite en mars. Au pouvoir entre 2008 et 2019, Mohamed Ould Abdelaziz, qui dénonce sa mise en cause comme une manœuvre pour l'écarter de la politique, avait alors été placé sous contrôle judiciaire, et ce avec obligation de se présenter à la police 3 fois par semaine et de demander l'autorisation du juge pour quitter Nouakchott, la capitale de la Mauritanie. À présent, il sera en résidence surveillée pour une période de 2 mois, renouvelable 4 fois selon la décision du magistrat. Par ailleurs, les conditions de son contrôle judiciaire demeurent inchangées selon le test. Ses avocats ont condamné une mesure inique. Son nouveau parti, le Riba national, s'est lui aussi élevé dans un communiqué contre ce placement en résidence surveillée. Alors que l'ancien président crie au règlement de compte, son successeur a quant à lui constamment invoqué l'indépendance de la justice. Mohamed Ould Abdelaziz est à présent visé par une plainte déposée par des députés qui l'a accusé d'être corrompu par le pouvoir et a été entendu début mai par la police à ce sujet. Un soulèvement populaire réprimé dans le sang, une économie paralysée par une grève générale sans précédent, des combats intenses entre l'armée et des factions rebelles. En 100 jours, la Birmanie a plongé dans le chaos. Au matin du 1er février, les généraux birmans renversent le gouvernement élu d'Aung San Suu Kyi, mettant brutalement fin à une parenthèse démocratique de 10 ans. Ce mardi a marqué les 100 jours de leur putsch, une période où la junte n'a eu de cesse de tisser une toile judiciaire autour de la lauréate du prix Nobel de la paix de 1991. Assignée à résidence dans la capitale, l'ex-dirigeante de 75 ans a été inculpée à de multiples reprises sans être autorisée à rencontrer ses avocats.
L'un d'eux a annoncé lundi à l'AFP qu'elle comparaîtrait pour la première fois en personne devant le tribunal le 24 mai. En attendant, elle reste tenue à l'écart des agitations et des violences. Des villes ou villages les plus reculés, les manifestations restent quasi quotidiennes, menées par une jeunesse avide de liberté, grande consommatrice de réseaux sociaux et de nouvelles technologies. Et des milliers de grévistes bloquent encore une grande partie du pays, des banques, hôpitaux, ports et administrations. Face à ce vent de fronde, la junte riposte par les armes. Au moins 780 civils ont été tués ces 3 derniers mois, d'après l'Association d'assistance aux prisonniers politiques AAPP. L'armée fait état d'un bilan beaucoup moins lourd, imputant la responsabilité des violences à des émeutiers se livrant à des actes de terrorisme. Les arrestations, de jour comme de nuit, se multiplient. Plus de 3800 personnes sont détenues, pour beaucoup dans des lieux tenus secrets, d'après l'AAPP, qui déplore des violences envers les femmes, des exécutions extrajudiciaires et des tortures. Les détenus ont été libérés à l'issue d'une cérémonie organisée dans la prison de Djedaya à Tripoli sur le thème de la réconciliation en présence de plusieurs responsables, dont la ministre de la Justice, Halima Ibrahim Abderrahmane. Ils ont ensuite pu retrouver leurs familles qui les attendaient sur place, a constaté une équipe de l'AFP. Leur libération intervient à la veille de l'Aïd el-Fitr, fête musulmane marquant la fin du mois de jeûne du Ramadan, traditionnellement célébré en famille. Les 78 détenus avaient été capturés durant l'offensive avortée de Khalifa Haftar visant à s'emparer de la capitale. Les combats entre les forces loyales de l'ancien gouvernement d'union nationale reconnu par l'ONU et basé à Tripoli et celles du puissant militaire septuagénaire ont commencé en avril 2019 et pris fin à l'été 2020. Un cessez-le-feu est observé depuis octobre et un nouveau gouvernement unifié a été installé en mars à l'issue d'un processus chapeauté par l'ONU afin de gérer la transition jusqu'à des élections nationales en décembre. La Libye tente de s'extraire d'une décennie de conflits depuis la chute en 2011 du régime de Muammar Kadhafi, un chaos marqué par l'existence ces dernières années de pouvoirs rivaux en Tripolitaine à l'ouest et à Cyrénaïque à l'est. En décembre 2020 et janvier 2021, les camps rivaux avaient procédé à un échange de plusieurs dizaines de prisonniers conformément à l'accord de cessez-le-feu et facilité par une commission militaire conjointe composée de 5 membres de chaque camp. En fin mars, 120 prisonniers du camp Haftar avaient été libérés près de Tripoli sur fond d'éclaircies politiques.